La cuisine est pratiquement une carte d'identité d'un peuple et d'une société à un moment donné. C'est l'ADN d'une société, vous voyez. Grâce à l'analyse de cet ADN-là, on peut retrouver les influences de la société. Ses origines, ses ambitions, si elle a été une société conquérante ou une société conquise, si elle a développé des arts tout autour, des mécanismes d'alliance ou de solidarité avec les autres peuples, si dans cette société, il y a eu une corporation de voyageurs ou de lettrés, ou de raffiner. Elle permet à l'individu, dans 10 000 ans, de savoir à tel moment, à tel endroit, quelle était la nature de cette société à partir de l'analyse tout simplement de ce que mangent les gens. Cuisiner est plus que manger pour la femme marocaine, c'est un art de vivre, c'est un art d'être dans une culture qui est en parfaite harmonie avec tout ça. Les femmes, dans la culture marocaine, sont liées à l'oralité, parce que l'oralité, elle fait partie intégrante de la culture marocaine. L'espace familial, l'espace de la cuisine est associé aux femmes. Et la transmission ne se fait que dans cet espace-là, parce que les femmes qui vivent dans un contexte patriarcal bien défini sont obligés de rester dans la maison, plus que les hommes. C'est comme ça la cuisine, c'est un savoir féminin et les femmes, je crois qu'elles le respectent, elles le transmettent et même quand les hommes cuisinent, pour elles, oui, c'est d'accord, mais c'est leur art à elles. La mère de famille ou la grand-mère aime faire la cuisine et y accorde une très grande importance parce qu'elle sait que c'est là où elle peut recueillir sous ses ailes l'ensemble des membres de sa famille, garçons et filles, hommes et femmes, dans quelque chose qui est profondément affectif et qui soude la culture marocaine. Donc on peut passer, comme en France, des heures à table au Maroc. Et ça, c'est un des points communs entre la France et le Maroc. Les dadas, c'est-à-dire les femmes qui élèvent les enfants, mais qui sont aussi une permanence au foyer, à côté de la maîtresse de maison, ont été des esclaves, ont été aujourd'hui sont des domestiques. Elles existent encore parfois, pas toujours, notamment dans les familles aisées. L'esclavage a disparu au Maroc au début du XXe siècle, mais les personnels de maison sont restés et sont toujours très présents. Et du coup, la dada et les femmes de la maison maintiennent une permanence, je dirais, familiale, mais aussi culinaire. Ce sont des femmes qui ont vécu autrefois beaucoup dans les grandes maisons.
elles assuraient le bon fonctionnement de la maison sur le plan, je dirais, de technique de la cuisine. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, la maîtresse de maison se reposait sur sa dada, qui est une femme pleine d'autorité, qui gère sa cuisine absolument comme on gère un royaume. Donc tout le monde ne rentre pas dans la cuisine n'importe comment, ni à n'importe quelle heure, et n'ouvre pas n'importe quel placard pour prendre tout ce qu'il y a dedans, d'une part. Le rôle de la dada est également d'assurer souvent l'éducation et la bonne santé des enfants. Enfin, c'était le cas autrefois. Parce que les dadas transmettent non seulement tous leurs secrets culinaires, mais aussi, elles savent très bien soigner les enfants. Parce qu'autrefois, on n'avait pas les moyens d'avoir des médicaments qui venaient d'Europe, de ci, de là. Et la médecine était une médecine traditionnelle, encore très en vogue et très vivante ici au Maroc. Ces dadas-là, je les vois comme ces femmes qui transmettent l'oralité, la culture dans son sens global. Je crois qu'elles représentent cette image du Maroc profond. Comme il y avait quand même des familles qui étaient assez nombreuses, nous on était par exemple 11, il y avait 2 ou 3 nounous, 2 ou 3 dadas, et chacune s'occupe de 2, 3 ou 4 enfants à la fois. Et donc leur rôle, c'était pas seulement vous apprendre à faire la cuisine, c'est la broderie, c'est vous apprendre à faire le thé, à être non seulement diplômée, mais également bonne maîtresse de maison. À chaque fois que je fais un plat, j'ai l'impression qu'elle est derrière moi. Et j'ai dit, mince, j'ai mis trop de trucs. Et je sentais cette... Et puis, je sais pas, moi, c'était quelque chose qui était bon. On se levait tôt, il fallait faire ça, mais c'était aussi des moments de bonheur. Quand on était à table, elle dit, ah, ben, c'est Ouria qui a fait ça aujourd'hui. Ah, que mon père, que Dieu ait son âme, ma mère aussi, que Dieu ait son âme, disait, ouais, celui-là, il est bien réussi aujourd'hui. C'était aussi une fierté, c'était quelque chose d'extraordinaire. Bismillah, bdit, مولانا بغيت نبرح بسم الله بديت مولانا بغيت نبرح. أنا ما عندي عمر، العمر ما عندي. أنا مقيدة وهذا هو اللي كل شيء تيسولني على العمر، أنا ما مقيدة عمر. لا مليح لينا علينا، ولينا نفتلو السكسو، ولينا نعجنو الخبز، ولينا نديرو كل شيء. كنا نعملو هادي هزير، نغليوه ونشربوه. كنا نديرو فليو للرواح بالحليب، نديرو الخزامة تنغليوها ونشربوها. كل اللي عنده الكرش تنعملو قشور رمان، نديرو قشور رمان مع شوية ديال الزعتر يطيبوا ونشربوهم. نعملو الزيت البلدية مع الإبزار ندهنو بيها سخونة، ديري يدك في الزيت وتسخنيه على النفخ وتدهني كاملة. كونفيتير ما كانوش كيشريو، كلشي كيطيبوا الكونفيتير. النقاصة كتصيبيها في القرعة في قلب العسل ديالها، وهادي هذاك الصغيور سميتو والتشين وجميع الفواكه كلها يطيبوها وتعمر في القرعة. ما كانوش تلالج، ولكن كان مخاطف معلقين تتعمل الماكله الحامه ودجاجه وسميتو، تتعمل في الهواء ديال سيدي ربي، تتعلقيه في السله وتيبقى ما تيخناش ما تيدير والو. زمان ما كانش. ايوا الخوابيع ديال الخليع وديال الزيت وديال الزيتون وديال هاي مشات الدنيا لالا الحبيبه عليا. المراه خصها تعرف طيب وتقدر تشوف كيفاش تحاول. حنا البنت ملي كتخلق نقول لك الحقيقه كدير 7 سنين قبل ما تصوم. داك الفروج البلدي كان زعما ما كانش هذا، داك الفروج البلدي ديك البزيزلات ديالو اللي لداخل الفولاد ديالو كيكون راه عرف سيد العابد
كنقبطوا وحده نديروا لها الملحه ونعركوها ونحكوها لها في يديها نخليوها حتى كتشرب لها يديها تسقسي عليه الوالده باش كل ليل الا عطاتك تشربي يجي لديد. ملي تلحت مع سميتو جاتني الزربيه قاسح عليا واعره وتلحت مع امي للطير بقيت تنطيب معاها حتى نهار تزوجت. ملي تزوجت مشيت عند الراجل عشت مع الراجل ولدت وليداتي مع الراجل حتى نهار مات خرجت تنخدم ما خرجت للخدمه حتى 83 عاد خرجت تنخدم حيت خرجت تنخدم كلشي عارفاه الحاجه اللي قالوا لي الناس تنقول لهم كاينه تنعرف ليها. الحرفه ديالي عطيتها لبنتي تنتمنى تحتفظ عليها حتى هي وتكون منها راسها وتعيش بها واخا ما كنتش بغيتها ليها. انا بغيتها تقرا وبغيتها هي عندها رغبه في الكوزينه دارت حتى هي الكوزينه. الباترون اختارني انا من الكوزينيات قال لك انت ديري الكور ديريها في الطاجين. ايوا وليت تنديرو شحال هادي دابا استاذ 7 سنين 7 سنين هادي واش تنديرو. كاين اجانب اللي تيمشيو وتعاودوا يرجعوا ويقول لك راه داكشي درنا مزيان نوبه تيقول لك هذيك المره درتوا لي الطاجين تاع الدجاج كل مره درتوا لي الطاجين ديال الفيك اليوم ديروا لي تاع التمر ومشينا هكاك. Avec les temps qui avancent et la modernité qui s'installe partout, notamment au Maroc, on a de moins en moins de dadas. Ce sont des femmes qui sont devenues rares et dont le savoir va devenir extrêmement précieux. C'est la raison pour laquelle il faut essayer le plus possible de sauvegarder et d'essayer d'écrire les recettes de ces dadas parce qu'un beau jour, elles disparaîtront. On a intérêt à le passer à l'écrit. Avec Internet et tout ça, les enfants, ils ont autre chose à faire que d'apprendre, de rentrer dans une cuisine pour apprendre. Après, quand ils ont le livre, c'est devenu très à la mode de cuisiner avec un livre. Donc voilà, il a remplacé la dada. Le livre a remplacé la dada. On a notre savoir-faire, on a notre culture et nos traditions et nous voulons les préserver. Nous avons nos aliments, nous avons nos ressources phytogénétiques et nous avons les humains et c'est ça qu'il faut valoriser hein, et c'est ça qu'il faut protéger. Les productrices de l'huile d'argan ont toujours été des femmes. Ça fait des siècles et des siècles qu'elles travaillent de cette manière-là. Elles le valorisent, aussi bien pour leur usage personnel, pour la peau, elles le valorisent en cuisine. Et donc, c'était plus un travail de femme. Extraire de l'huile d'argan, il y a donc différentes étapes. La première opération commence par le dépulpage, donc ils enlèvent la pulpe. Ensuite, après le dépulpage, il y a l'opération de concassage. Ils concassent la noix. C'est une noix qui est très très dure. Il faut 16 fois plus de force pour casser une noix d'argan qu'une noix du noyer.
Et donc c'est ce savoir-faire des femmes, parce qu'elles savent exactement comment il faut le positionner pour taper d'un seul coup avec une pierre et casser la noix en deux, et donc extraire l'amande qui en fait fait à peine 10% du poids de la noix. C'est un savoir-faire qui est vraiment transmis de génération en génération. J'ai vu chez des familles berbères des petites filles qui se mettent déjà à apprendre comment produire de l'huile d'argan. C'est vraiment pas facile, hein. J'y travaille, ça fait maintenant plus que 24 ans, et j'ai du mal à concasser ce qu'elles font, elles. Hein. Elles concassent à peu près 1 kilo par jour. Moi, je pense que je ne ferai pas plus que 100 grammes. Les femmes rurales, elles sont vraiment marginalisées. Et là, grâce à son travail, il a une place dans la société. Il est mieux respecté, il est mieux valorisé, et il va même défendre son petit village. Et il y a beaucoup d'endroits où c'est la femme maintenant de la coopérative qui va aller chez le gouverneur. Monsieur le gouverneur, est-ce que vous pourriez nous installer une école dans notre douar? Et il va demander plein de choses. Est-ce que vous pouvez mettre un dispensaire dans le petit village? Et donc ça, c'est très important. Je suis une femme et je milite pour la promotion de la femme, notamment la femme rurale. Je pense que la femme en milieu urbain, ça va, il n'a pas trop de problèmes comme la femme au milieu rural. Et qui dit valoriser la femme, valoriser son travail, c'est lui donner une dignité, lui donner une place dans la société. Tant que ces femmes sont vivantes, nous avons ce savoir. Mais on se pose toujours la question si les nouvelles générations ont accès à l'école, par exemple, et se distancient petit à petit du monde rural. Je suis sûre que la nouvelle génération va un peu changer ça. Mais l'esprit de ces femmes continuera dans l'avenir, je suis sûre. La cuisine est devenue vraiment une vraie passion. Au départ, je percevais cela comme une corvée puisque j'étais obligée de participer aux tâches ménagères, j'étais obligée de faire la cuisine, mais je ne réalisais pas que j'allais en faire mon métier un petit peu plus tard. La cuisine fait partie de notre éducation, elle fait partie de notre culture, de notre identité marocaine. Pour moi, comme toutes les jeunes Marocaines de mon âge, on a eu un apprentissage à la maison. Et comme chez nous, la cuisine, c'est le partage, c'est la générosité, alors ça se faisait d'une manière très très naturelle, cette transmission du savoir de mère en fille et de grand-mère en petite fille. Là, en l'occurrence, pour moi, c'était ma grand-mère qui m'a vraiment tout inculqué. Pendant très longtemps, la cuisine familiale a été jalousement gardée par les familles. Elle n'était pas accessible. La femme, en gardant ses recettes, ça lui donnait une force ou un pouvoir au sein de sa famille, surtout de la belle famille, puisqu'elle arrivait chez la nouvelle famille et il fallait peut-être qu'elle montre qu'elle était capable de faire mieux ou de faire autre chose que ce qu'ils avaient l'habitude de présenter lors des cérémonies ou des réceptions. Lorsqu'on est juste entre nous et que la fille, on initie les jeunes filles à l'apprentissage de la cuisine, tout se fait en silence, tout se fait avec les gestes, avec l'observation, avec les regards, avec le goûter, le toucher. On ne conçoit pas l'apprentissage et la transmission d'une cuisine ou d'un savoir sans le toucher. Non, évitez toujours de faire comme ça, avec les doigts, comme ça, voilà, comme ça et comme ça, travaillez. Là, tu nous travaillez comme ça, et ici.
Après, je mets de l'huile pour éviter que la pâte colle. Voilà. Voilà, c'est très bien. J'ai fait 2 ans d'études à l'Institut Paul Bocuse. Après, j'ai été au Crillon à Paris, au Majestic à Cannes. J'ai pris un petit peu d'expérience, mais toujours l'idée de revenir au Maroc et de monter mon affaire me tenait à cœur. Comme ça, on voit ça ensemble. En fait, moi, je reprends toujours une base marocaine ou française. Et après, par rapport à ça, j'essaye de faire la recette. Et là, j'ai mis le vinaigre avec un peu d'eau, pas beaucoup. Comme je suis toujours constamment à la recherche de nouveaux produits et même des recettes un peu oubliées au Maroc qu'on n'a plus l'habitude de manger, de cuisiner, j'essaye toujours de demander à ma grand-mère, de demander à ma mère comment on faisait ça. C'est que des souvenirs que j'ai, j'essaye d'en parler pour qu'ils me donnent plus d'explications. Et là, on arrive toujours à une chose, c'est que j'essaye de changer ces techniques de cuisson marocaines aussi. Des cuissons longues, je fais des cuissons très rapides, je fais des légumes croquants, tout ça, ça rentre un petit peu naturellement et les gens s'habituent parce que les habitudes alimentaires des Marocains changent et ça devient pour eux naturel. Je dénigre pas les traditions, au contraire. C'est avec ça que je m'imprègne. Mais aujourd'hui, il faut les changer. La pastilla, le tagine sont arrivés à un moment au Maroc. Et aujourd'hui, il y a d'autres influences aussi qui doivent prendre. Et j'essaye toujours de trouver tout ce qu'on peut manger demain. Bon, le thon, le faire saisir, le rouler avec des herbes, ça reste quand même une technique française, tout ça. Après, on a l'aubergine, on a fait le montage. Au Maroc, c'est pas très structuré. On va dire, on pose un tagine et les légumes sont là, posés dans le grand plat et tout le monde mange. Là, c'est différent. On a un dressage à l'assiette, on a le montage, on va dire, qui est français. Et là, on rajoute en fait la touche marocaine qui est la base. On a fait une base de tagine de bœuf à l'aubergine et à la tomate. Et on a récupéré que cette marmelade d'oignon de ce tagine. C'est-à-dire tous les sucres, tous les saveurs ont dégagé dans ces oignons. Et par-dessus l'aubergine, on a mis... Tu mets juste une couche de la base tagine. La cuisine restera toujours un héritage. J'ai quand même hérité de la cuisine marocaine parce que c'était mon identité, ma culture. Et je ne pouvais pas passer inaperçu et dire oui, ça y est, j'ai appris en France et aujourd'hui, je veux changer. Non, tout de suite, au bout d'une année que j'étais au Maroc... tout de suite, le déclic a été là et les clients ont encouragé ça. Et je me suis dit non, ça c'est quand même la direction que je dois prendre. Depuis que je suis petite, je vois ma grand-mère faire des tagines, mon père. Et quand je suis partie en France, j'ai fait des études d'hôtellerie-restauration et j'ai découvert un nouveau monde où je ne concevais pas la cuisine du tout de la même manière. C'est-à-dire que nous, c'est familial, on s'assoit, on rigole, c'est beaucoup moins précis. Et là-bas, non, c'est rigoureux, c'est rigide. Et aujourd'hui, en fait, tout ça, pour moi, est une richesse. Parce que c'est une mixture que je fais de tout ça. Je voulais reprendre toute la cuisine marocaine traditionnelle, à savoir la cuisine qui était faite par nos grands-mères, les dadas. C'était une cuisine de goût et ça m'importait énormément de la faire découvrir à ma clientèle là-bas. J'ai pas envie de faire une cuisine inventive pour le moment, ça m'intéresse pas trop parce qu'il y a tellement de choses à redécouvrir ici même avec la cuisine traditionnelle qui est très très riche. J'essaie de rester le plus fidèle.
s'accompagne de petites cailles cuisinées à la manière tfaya, donc à base de miel, raisins secs et oignons. Et ce que vous voyez là en petit, ce sont les œufs de caille. Donc quand ça absorbe la sauce, ça devient très onctueux en bouche. C'est absolument délicieux. La dernière fois, j'avais une prestation et je leur avais fait en dessert des oranges coupées à vif et tranchées avec une marinade à la fleur d'oranger à la cannelle. Et elles trouvaient ça super bon. Elle m'a dit, qu'est-ce que c'est parfumé? Et je lui dis, bah, c'est marrant parce que la fleur d'oranger vient de ma cave personnelle en plaisantant avec elle. Et je lui dis, bah, c'est ma tante de Fès qui m'en prépare une et qui me l'envoie tous les ans. C'est comme le khlé. Alors elle me dit, mais c'est super bon, mais est-ce que toi tu fais ça? Je lui dis, malheureusement, je ne sais pas le faire. Et donc, cette fois-ci, j'en ai profité pour voir avec quel matériel et comment la faire, comment choisir la fleur. Donc maintenant, j'en repars avec une richesse. Enfin, je sais qu'il n'y avait que Mti Laheba qui pouvait m'expliquer comment on faisait ça. Depuis que je suis toute petite, j'entends parler de Lelel Yasmine. C'est ma grand-mère et elle a apparemment énormément marqué ses petits-enfants par son côté jovial, par son amour de la cuisine. Et puis c'était une femme qui était d'une générosité incroyable parce qu'elle partageait beaucoup de choses. Ma grand-mère me faisait une infusion d'origan. C'est pareil que le principe, je sais que quand j'avais mal au ventre, elle me donnait aussi une cuillère de cumin. Ça, faut connaître, hein. Mais ça marche à tous les coups. Et je mets en pratique, je me rends compte que je mets en pratique ça aujourd'hui avec ma propre fille. C'est ça qui est sympa. Mais il y a des choses que malheureusement elle n'a pas pu me transmettre parce qu'à l'époque, je n'avais pas cette curiosité-là, cette présence d'esprit que ces choses-là peuvent partir à tout jamais. Par exemple, aujourd'hui, on a fait la préparation des escargots. J'ai noté toutes les composantes qui rentrait dans cette recette-là. Donc je sais que maintenant, la recette, elle est là et que je vais l'expliquer à ma fille. Un jour, quand elle sera grande, je lui dirai, bon, ben voilà, il faut mettre ci, ça, ça, et ça sera pas quelque chose que j'aurai récupéré sur le net, ça sera une recette que mon père m'aurait transmise. Le racisme et le chômage, heureusement qu'il y a des sages, c'est le prestige de la France. C'est le prestige de la France, c'est la raison d'espérance. Il y a de la chance, mais c'est de la résidence. Les immigrés transbahutent dans leurs différents véhicules et souvent dans des petites camionnettes par quantité impressionnante. Des choses qu'on ne trouve pas en France ou très peu, par exemple ce qu'on appelle à Fès le khli', qui est de la viande macérée dans de la graisse. Les Marocains, d'une part, aiment bien leur cuisine, ils y sont attachés et ça fait partie de leur identité. C'est pas seulement du souvenir, c'est une question de goût aussi. Hein, c'est pas seulement une question d'affect. La nourriture, c'est le premier élément identitaire qui interroge mon identité en tant que Marocain. Parce que les restaurants des étudiants, c'est-à-dire les crous, ne plaît pas beaucoup à l'étudiant que j'étais. Et par conséquent, j'étais obligé de trouver des alternatives. Et la meilleure alternative, c'est le recours à la cuisine de ma mère. Donc, quand je reviens au pays, j'assure deux éléments. Apprendre le maximum de recettes auprès de ma mère et de ma sœur et apporter avec moi une extrême diversité d'épices
Et ça, c'est quelque chose d'important pour moi. Au début, c'était donc l'immigration originaire du Maghreb, c'était principalement des hommes seuls, mais à partir de 1974, il y a fermeture des frontières aux migrations de main-d'œuvre sous le gouvernement de Giscard d'Estaing, et aussi une politique que l'on a appelée politique de regroupement familial. Ça a modifié assez profondément la démographie, la structure sociale de l'immigration du Maghreb, et donc se sont installées finalement des familles dans le cadre d'une immigration stabilisée, pérenne, sans projet de retour, et s'intégrant à la société française. Quand les femmes ont rejoint leur mari, elles ont voulu autre chose pour leurs enfants, autre chose pour leurs filles notamment, et elles ont voulu qu'elles rompent, qu'elles sortent de la cuisine et qu'il n'y a pas besoin qu'elles apprennent à faire le couscous. C'est pas nécessaire. On peut tout à fait réussir sa vie sans savoir faire ce plat-là. Et pour elles, c'était important. Et certaines nous ont dit qu'elles ont été étonnées de voir ensuite, une fois que leur fille se mariait, même si elles étaient, sa fille était cadre dans un hôpital, enfin, elle s'occupe de toute la gestion financière. C'est sa fille, quand elle a eu un enfant, qui lui a dit « J'aimerais bien que tu m'apprennes à faire le couscous parce que j'aimerais bien pouvoir, moi, le faire à mes enfants, enfin à ma fille, et puis un jour lui apprendre. » Je vais parler d'une petite expérience de la transmission aussi que j'ai vécue. Quand je me suis marié, ma femme est venue à la maison, elle ne savait pas cuisiner. Mais le fait d'apprendre à cuisiner m'a coûté très cher en téléphone. Vous savez ce qu'elle faisait? Elle prenait le téléphone, la marmite à côté. « Maman, oui, j'ai mis de l'eau. Combien de verres d'eau? Oui. Attends, je mets les verres d'eau. Qu'est-ce qu'il faut mettre? Un peu de safran. D'accord, un peu de safran. Attends, je vais chercher le safran. Ben, elle va chercher le safran. À couper l'oignon, laisser cuire. Ça a duré 1 heure au téléphone. Elle a appris par le téléphone. La transmission de la cuisine s'est faite par téléphone. Jusqu'au jour où on s'est éclaté avec mes enfants, quand je suis rentré, elle nous a préparé un merlan frit. Normalement, avant de frire le merlan, on le retourne un petit peu dans la farine. Or là, elle a mis la farine dans le merlan. Et c'est quand elle l'a frit qu'elle s'est rendue compte qu'elle a fait une connerie. Mais elle en a laissé un comme ça, et quand on est venu manger, elle nous a raconté un petit peu... Non, elle nous a dit, est-ce que vous avez remarqué quelque chose? Évidemment, on n'a rien remarqué, parce qu'on n'avait pas encore mangé. Mais tout de suite, elle a dit, vous savez ce que j'ai fait? J'ai mis la farine dans... On s'est éclaté. On s'est éclaté, on a répété ça plusieurs années. Hein. Tu te rappelles de ton merlan, à la farine à l'intérieur, alors qu'il fallait le rouler dans la farine. Alors, l'erreur vous apprend. Impossible d'apprendre sans faire d'erreur. أنا المعلومات في التلا شنو مزير كومنت ولا وقري فاسني مكالمات في التلا ما هي لي سكسيون تعقلني فاسني مات في التلا كيف خاصها أنا ساكي أنا سورة هذا هو سورة شتل كمبالي هذا مكة هذا شو غلطت السنة كنت في معارك ناس لمس فرقي بس غلطت السنة تقعد في السنين ما تسي ونفوسها في التلا سين ولي ما معجوز مخدمة ولي زيقولوا كيف السنين مزيقولوا كيف نكتيا أنا ولا مخدمة D'accord. عرضة ها ولي غلطت السنة غلطت السنة والله من القراية ما من ياكولي ما سميت بزياد بالماتيرنيل يعني نسا كي سكسيون بيان ها ثورة ما غرب هذا اللي ديها زينة اللي فوالا سيدا شي طعم شنو دير صافي سكسيون D'accord. بيسا غرب صبت شي
les légumes, ma fille. Ouais. C'est bon? Alors, c'est bon. Voilà. Mon père, il aime beaucoup le couscous, c'est son plat préféré. Oui. C'est votre plat préféré? Oui, oui. Pourquoi? C'est bon, parce que je l'aime bien, il est bien. Il le digère bien. Je mange 3 fois par mois. Des fois 4 fois par mois. En principe, on le fait toutes les semaines. Le couscous, c'est vrai qu'on ne le fait pas très souvent. C'est quand même une longue préparation. Alors du coup, dès qu'on en fait, dès qu'il y a une personne de la famille qui en fait, donc soit ma mère, soit Sina ou ma grand-mère chez elle, on se retrouve tous. Et puis justement, c'est beaucoup plus convivial pour manger. On apprécie par le goût, mais aussi par l'aspect familial, de parler chacun de ce qu'on doit parler, enfin, de ce qu'on n'a pas eu l'occasion de se dire en temps normal au quotidien. Et tu sais le faire, ce plat? Ouais, bah, j'ai toujours besoin quand même de l'aide de ma maman derrière pour me dire bon bah voilà, maintenant t'as fait ça, alors essaye de faire comme ça, et faut faire ça, enfin une manière de faire, enfin on a toujours besoin de l'aide, je pense, de quelqu'un. C'est comme ma mère aujourd'hui, il y aurait ma grand-mère à côté, elle va toujours lui dire non, c'est pas comme ça qu'on fait, faut toujours, enfin il y a toujours un petit grain, enfin le petit quelque chose de la maman, mais oui, on a appris à chaque fois qu'elle le fait, elle me dit allez viens regarder, viens faire avec nous, des petites, hein. Voilà. Pour nous, c'est normal de manger du couscous. Enfin, par exemple, chez d'autres familles, ils vont dire « Ah, vous mangez un couscous, ça, je peux venir, c'est bien, c'est bien. » Alors que pour nous, c'est normal, quoi. Le couscous, c'est pas un truc de fou, c'est bien. Pour nous, c'est normal de manger du couscous. Chez certains, ils vont dire « Waouh, la chance, tu manges du couscous. » Surtout en famille. Oui, voilà, bah, c'est ça le mieux. Hein. Manger un couscous tout seul, c'est pas la même chose que manger un couscous en famille. Ah non, c'est différent. Toi, tu sais faire le couscous? Non. Mais comment ça, tu sais pas? Je suis trop petit. Je suis plus petite que toi, j'arrive à en faire. Dans certaines familles, on va se couler dans le moule du pays d'accueil, hein, prendre l'habitude des aliments du lieu. Donc le plat, je dirais, des origines, le plat des racines, sera peu fréquent. Une fois de temps en temps, une fois par mois, voire 1 ou 2 fois par an. Mais à ce moment-là, je dirais, sa charge symbolique est encore plus immense. Là, dans la façon de manger, les personnes qui sont là autour de la table, c'est pas des aliments qu'ils mangent, c'est de la culture, c'est du lien social. L'alimentation se réinvente. Beaucoup de gens, parfois, consomment une alimentation, beaucoup d'immigrés ou d'enfants d'immigrés consomment une alimentation qu'ils pensent être celle du pays d'origine, mais qui s'est toujours transformée. Et parfois, on construit des plats que l'on ne mangeait pas dans le pays d'origine, que l'on mange pour la première fois ici, mais que l'on imagine comme étant les plats que l'on mangeait avant. Il n'y a aucune cuisine, comme aucun élément de la culture, langue ou autre, qui soit figé. Tout évolue, tout bouge, au gré des voyages des habitants d'une région ou d'une aire culturelle, et au gré également des influences qu'ils reçoivent de l'extérieur. Et l'enfermement d'une culture, ça n'existe pas. Une culture qui s'enferme, qui se met sous globe, qui se muséifie, si toutefois c'était possible, est une culture qui meurt ou qui mourrait. Moi, j'ai le souvenir, quand j'étais petit, dans les années 60, de l'arrivée des brochettes dans les familles. C'était une chose inimaginable de mettre de la viande dans un petit bâton ou un morceau de ferraille et de le faire griller sur le feu de bois. Bon, ça, c'est une influence de l'Afrique du Nord. En plus, on mettait du poivron, des tomates, des herbes aromatiques venues de la garrigue et du maquis, un peu d'huile d'olive par-dessus, toute chose qui était ignorée complètement dans les années 50 à Paris. Donc on a beaucoup reçu. Vous avez quand même beaucoup de chefs qui aujourd'hui utilisent plein d'épices. Je pense que le succès du safran, le succès de ces plats mijotés inspirés des tagines, par exemple. Il y avait des ragoûts en France, mais avec du safran, de l'huile d'olive, des olives, c'est quelque chose qui était relativement original à Paris.
la nôtre, c'est un mélange de 35 épices parce que ça contient beaucoup d'épices et des plantes médicinales qu'on utilise beaucoup dans la cuisine marocaine. Par exemple, le cardamome, le girofle, l'anis étoilé, la cannelle aussi. Ça, c'est la fleur de noix de muscade. Cardamome. C'est le poivron blanc. Ça, on met un petit chouïa. C'est poivron noir. L'anis étoilé. De noix de muscade, parce qu'on a 3 sortes. Le muscade de Sahara, c'est une autre sorte de poivre noir aussi. L'abzal, gingembre, carvi, anis, le ginseng, c'est celui-là, bien pour la mémoire et pour la circulation de sang. Un peu de cannelle, et on a l'autre. Et ça, c'est le fenouil. Ça, c'est le vrai safran. Ça sera dans le goût et la couleur. Ouais, c'est ça que les plats marocains, ils sont délicieux. Après, on le prend, on le moule, puis on le prend, on met dans un petit bocal hermétique pour que ne pas ça perde leur odeur. On met dans le couscous, dans les tagines, dans les paellas, les grillades, les barbecues, les merguez, les légumes, la viande, ça passe partout. Le ras el hanout, parfois, on s'appelle le cache-misère. Et on dit c'est pour les femmes qui ne savent pas cuisiner. Quand on met une épice dans un tagine, il faut faire très attention, surtout le cumin, le gingembre particulièrement, le poivre, qui peut être aussi très très fort. Donc on dit, on ne sait pas, je dis, ben voilà, allons-y, on commence par petit, d'accord? Et ensuite, au fur et à mesure, nous, on goûte. Quand le tagine est à mi-cuisson, on regarde, on goûte, on rectifie l'assaisonnement, et à ce moment-là, on le laisse cuire et mijoter jusqu'à la fin. Toujours. Et c'est comme ça qu'on dit, il n'y a pas de mesure. Si, il y a une base de mesure. Mais chacun, justement, ce que je vais mettre, là où moi je vais peut-être mettre une grande cuillerée disons, à café de cumin, quelqu'un d'autre va mettre juste un quart et son plat va plus du tout être la même chose que le mien. Il n'y a pas, écoute, ma fille, tu dois mettre 20 grammes de ça, 30 grammes de ça. Ça, c'est pas la cuisine marocaine. La cuisine marocaine, c'est un coup de main. Comme dans les fêtes de... Je vous donne un exemple. Dans les grands mariages, tout le monde sait faire un thé à la menthe. Mais dans les grands mariages, le plaisir, à la fin, c'est de boire un thé à la menthe. Et il y a toujours un élu dans la famille qui est connu pour avoir la main pour faire le meilleur thé. L'ingrédient est le même, le thé est le même, le sucre est le même, la menthe est la même. Mais il y a la magie dans la main, dans le fait de faire. Hein? Et c'est un petit peu ça que transmet la maman à sa fille. C'est cette magie. Tous les sens parlent à travers la cuisine. Il y a la vue, il y a le regard, il y a le toucher quand on prépare les aliments. Et ensuite, on va manger, on va avoir ça en soi-même. On va avoir sa culture en soi à travers, en plus, une sensation de plaisir. C'est pour ça qu'il y a quelque chose d'un petit peu magique dans la cuisine, parce qu'il y a des choses qui sont réunies extrêmement diverses. Quand on parle une langue, la faire partager à quelqu'un qui n'en parle pas un seul mot, c'est pas facile. Mais
quelqu'un avec qui on n'a aucun dialogue dans une langue connue possible, on peut communier avec lui en partageant le même plat. La cuisine, c'est une manière de comprendre la culture marocaine et la femme marocaine, les valeurs féminines. Et je crois que le 21e siècle, c'est un siècle de valeurs féminines. La cuisine, je crois que c'est quelque chose qui évolue et qui évolue à l'infini. Et on ne peut pas dire qu'on sait tout, on maîtrise tout. Donc j'ai toujours des choses à donner et des choses à prendre. En tout cas, les cuisiniers aujourd'hui n'ont plus de secret. Les cuisiniers professionnels, on montre tout. On s'invite les uns les autres. On n'a pas de mal à montrer ce qu'on sait faire et apprendre des autres aussi. Quand on est dans cette phase d'apprentissage, de découverte, ça stimule. Et un petit peu l'aboutissement de tout ça, c'est quand je vis un moment de partage avec les gens. La bonne cuisine marocaine, ça se mange dans les maisons. Je crois que c'est très très important. Très, très... Parce que quand on fait une cuisine, c'est quelque chose un peu de soi qu'on fait. Moi, quand je cuisine pour mes amis et je fais quelque chose, j'ai l'impression de créer. Et d'ailleurs, je crée parce que j'ai mon savoir, mais j'ai aussi des fois envie de mélanger quelque chose qui ne se faisait pas quand on me l'a appris, mais que je peux mélanger, ça donne quelque chose d'extraordinaire. Et donc on transmet quelque chose de soi en préparant un plat. Alors comment il peut être ce plat? Mauvais? Non, je crois pas.